Et c'est parti pour les commentaires de la semaine. Alors il y en a eu énormément, j'ai essayé de prendre comme d'habitude les commentaires qui résument selon moi le mieux de ce qui s'est dit dernièrement. Bref, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que la vidéo risque de durer 4h30. Bref, on y va, c'est parti. JDG s'exprime encore sur la censure de YouTube, avis et critiques. Donc la fameuse vidéo du JDG, d'ailleurs petite parenthèse, la vidéo du JDG qui a eu beaucoup de vues et beaucoup de commentaires intéressants. Et il y en a qui m'ont un peu reproché, je vais y revenir plus tard, mais il y en a qui m'ont reproché notamment d'essayer de surfer sur une espèce de vibe ou j'en sais rien, enfin de buzz. Eh bien, sachez que déjà de 1, c'est comme ça que fonctionne YouTube. Et ensuite, j'ai déjà parlé plusieurs fois du JDG, c'est une personne que je suis souvent. Donc du coup, bah, c'était évident pour moi d'en parler, surtout quand derrière, il y a quelque chose à en dire. Parce que juste dire, ben voilà, il s'est passé ça, moi ça m'intéresse pas beaucoup. Et donc parfois, il y a des nouvelles, notamment que je vois passer, qui pourraient peut-être, potentiellement buzzer. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, je les prends pas, parce que, bah, à quoi ça sert de juste répéter ce qu'on dit déjà? Voilà, bref, ceci étant dit, on lit le commentaire de Sony Link qui nous dit « Dire que j'ai vu hier la vidéo non censurée à la sortie et j'avais vu la version censurée pour checker les différences et aider à l'algorithme. » Donc je rectifie déjà, Maintenant, la vidéo est décensurée si vous n'avez pas vu mon short, donc maintenant elle est apparemment accessible pour tout le monde d'après le compte Twitter de YouTube Créateur, je crois. La censure m'a paru plus light que j'aurais espéré, même si plus que dans la vidéo non censurée comme les bips qui, pour un mot à un passage où il n'y en a pas, je suppose que YouTube ne s'en plaint pas, mais à un autre passage le même mot doit être bipé. Et depuis quand Tarlouse est une insulte vu que loser passerait sans problème. Mais je comprends bien que YouTube a un cataclysmique problème sur ses règles qui sont floues et qui sont propices à des dérives qui viennent du point de vue aussi bien du bot que de la modération humaine, voire même des publicitaires que YouTube suit ou part en prévention en bloquant une vidéo problématique. Alors, justement, je voulais revenir là-dessus parce que moi, alors déjà les insultes, je trouve que c'est d'une hypocrisie sans nom. Je trouve qu'il faut un vrai débat autour des insultes. Je crois que je l'avais dit dans la vidéo, mais ça n'a aucun sens en fait parce que les insultes, l'être humain les utilisera toujours en fait parce que bah, c'est évident que c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de dire quelque chose et c'est un peu, enfin pour moi une insulte, c'est une émotion un peu. C'est un peu, voilà, c'est pour montrer ses limites en fait. C'est quand quelqu'un montre parfois ses limites, alors ça veut pas dire que forcément c'est acceptable, mais ça montre quelque chose quoi. Et aussi, les insultes, il y a quelque chose, je trouve, un petit peu derrière de... je sais pas trop comment le dire, mais on en rigole aussi des insultes, justement. Des insultes, c'est... c'est pas toujours des insultes, justement. C'est parfois, c'est justement moqué. Et bref, pour moi, ça fait vraiment partie de l'être humain que de s'insulter. Et c'est pour ça, c'est... Quand on voit, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans la série... Ah non, j'ai oublié le nom. Bref, une série où une femme arrive au paradis, et comme elle arrive au paradis, en fait, elle peut plus dire d'insultes, en fait. Les insultes sont proscrites. Et comment ils font pour proscrire les insultes? Eh bien, tous les mots, ils les changent légèrement pour qu'ils aient un sens différent. Et donc, par exemple, elle qui, en fait, cette femme se retrouve par erreur au paradis, et donc, en fait, elle utilise beaucoup d'insultes. Et donc, elle dit notamment à un moment donné, What the fuck? Et en fait, justement, au lieu de dire What the fuck, elle dit What the fork. Et c'est ça toute la différence, et c'est ça qui est très drôle, c'est que du coup, en fait, bah, à chaque fois, elle trouve un moyen détourné, du coup, puisque, bah, en fait, ça veut dire la même chose, What the fuck ou What the fork, au final. C'est la même émotion qui est retranscrite. Sauf que d'un côté, ça veut dire, c'est quoi cette merde? Et de l'autre, ça veut dire, c'est quoi cette fourchette littéralement? Mais l'expression veut dire la même chose. Donc pour moi, en fait, vraiment censurer les insultes, c'est vraiment le summum de l'hypocrisie. Surtout quand elles sont comme ça, parce que c'est surtout ça, en vrai, la vérité. C'est que autant une insulte dirigée sur quelqu'un, je comprendrais qu'on bannisse et qu'on censure, parce que on n'a pas insulté quelqu'un, d'accord? On essaye d'être paisible, et surtout, une vidéo sur YouTube,
on peut penser d'abord à ce qu'on dit. C'est encore différent sur les directs, en plateau ou quand on interviewe quelqu'un par exemple. Mais en tout cas, en vidéo sur YouTube, on peut encore censurer, on peut encore se dire « Ah putain, mais ça va pas passer parce que là j'insulte quelqu'un et je me suis énervé et j'aurais pas dû quoi. » Mais alors quand ça touche personne et que c'est dire « Oh mais c'est quoi cette merde ?» ou alors « Oh putain, il devait vraiment être con et machin », bon, et à un moment donné, merde. Merde quoi. Voilà, quand on dit par exemple typiquement « Oh YouTube, ils sont cons », on dit pas que les employés de YouTube sont forcément tous cons en fait. On dit que le fonctionnement de YouTube finalement est pas très malin et que donc nous ça nous fait chier. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis un peu clair. Je voulais aussi dire, parce que c'est assez important, j'ai vu Antoine Daniel parler de ça par hasard en allant sur son stream, et il disait qu'en fait, selon lui, YouTube ne bougeait pas par rapport aux créateurs parce que, notamment, les vidéos des créateurs, en fait, YouTube, c'est une toute petite partie, en fait, de leurs revenus. Et en fait, je crois que c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte, c'est que YouTube fait bien plus, en fait, de vues et d'argent en mettant des publicités devant des musiques, par exemple, que devant des créateurs sur YouTube. Alors après, je pense que la stratégie, personnellement, hein, je pense que la stratégie est extrêmement mauvaise, parce qu'une fois qu'il y aura plus de créateurs sur YouTube, et que YouTube deviendra un Spotify, les gens vont plutôt prendre un abonnement Spotify, je pense, que de rester sur YouTube. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pas à négliger, et ça pourrait expliquer en fait en partie la mentalité de YouTube, et pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça. Mais je crois que c'est vraiment une pensée de marketeur quoi. C'est vraiment genre, oh regardons les chiffres, ok ces chiffres là sont plus hauts que ceux-là, bah du coup eux on les néglige et eux on les garde. C'est un peu, vous savez, c'est un peu comme en démocratie quand on dit que voilà parfois c'est l'opposition qui fait un petit peu le rythme et la danse, qui mène un peu la danse. Mais c'est parce que en fait justement quand tu veux gérer quelque chose en fait, quand tu veux gérer on va dire un système, tu peux pas juste ne pas faire attention aux petits défauts. Parce que on dit le diable se cache dans les détails, et c'est pas quelque chose d'anodin en réalité, quoi. C'est le fameux grain de sable dans le mécanisme. C'est qu'en fait, si tu te soucies que de la musique, par exemple sur YouTube, et que tous les créateurs dégagent sur une autre plateforme, je suis quasiment sûr que tu auras une autre plateforme qui va tout à coup exploser, et YouTube, en fait, qui va juste devenir, au mieux, une plateforme de musique, mais où, en fait, les gens étant tellement vénères parce que les créateurs n'arrêtent pas de se plaindre, et sachant qu'en plus, derrière les musiques, souvent, ce sont plutôt les labels que les musiciens, eh bien, je pense vraiment qu'ils se rendent pas compte, mais que les gens vont tous se barrer, en fait. Et donc, même si les créateurs ne font pas, en fait, un maximum de vues et ne ramènent pas directement full argent à YouTube, je pense que, sincèrement, en fait, ils sont quand même ultra méga importants parce que c'est eux qui font qu'il y a tant de public sur YouTube et que les gens aussi restent sur YouTube et n'aillent pas sur une plateforme alternative. Bref. Passons au commentaire suivant. JDG s'exprime, toujours la même vidéo, il y en aura pas mal, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de débats très intéressants, je vous invite à aller regarder sur la vidéo, mais je vais essayer de prendre ceux sur lesquels j'ai des trucs à rajouter. Donc on a Second Wind qui dit « Ceux qui parlent de SJW n'incluent en général pas les féministes dans le lot, ni les antiracistes, etc. SJW, c'est plutôt pour désigner les extrémistes de ces catégories, dont l'action est au final inverse de leurs valeurs. » Et alors j'ai eu un énorme débat cette semaine d'ailleurs avec ma copine, où parce que, en fait, moi je disais, oui, mais alors du coup, pour moi, les SJW, c'est justement, ce sont plus des SJW, ce sont pour moi, justement, des gens d'extrême droite. Et je dis pas que tous les gens d'extrême droite sont comme ça, mais pour moi, justement, ce principe d'un petit peu de devenir violent pour, on va dire, même pour une cause juste, en fait, entre guillemets, eh bien, c'est souvent un signe de l'extrême droite. Parce que quand on voit, par exemple, justement, si on regarde Hitler et son parti, le national-socialisme, eh bien, c'est le national, mais socialisme. Donc, il mettait bien l'accent sur le fait qu'il était là pour le peuple, qu'il avait été élu par le peuple, et qu'il était là pour l'Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu...
voilà, en fait, derrière, il fait genre, il y a un bon fond, mais quand on creuse après, on se rend compte que ces solutions sont complètement pétées. Pour lui, il faut buter tout le monde en fait. Hein. Il y aura tout le monde, il y aura toujours quelqu'un à buter parce que ce sera toujours à cause de lui qu'il se passe un malheur. Et pour moi, les IW, c'est un peu ça en fait. Ce sont des gens qui pervertissent leurs pensées. J'ai eu l'occasion de regarder notamment Psychodélique parler de sa vidéo avec Jacotte et le Bouzeux. Et par exemple, voilà, typiquement, Jacotte et le Bouzeux ont beau s'estimer de gauche, par exemple, pour moi, ces personnes, en fait, elles ont travesti leurs idées à partir du moment où elles sont capables de tenir des propos comme ça et de ne pas remettre en question aussi leurs pensées, en fait. Et quand j'entends que, voilà, alors, bon, bien sûr, voilà, moi, j'ai juste regardé la vidéo, il revient sur le live, j'ai même pas vu le live en entier, etc. Donc, prenez pas ça pour argent comptant, mais de ce que j'en ai vu, d'accord, de ce que j'en ai vu, vraiment, j'ai cette impression que justement, en fait, ce sont des personnes qui deviennent aveuglées, en fait, aveuglées par leurs valeurs, et du coup, elles sont capables de sortir des énormités comme, bah oui, on va renverser le gouvernement et on forcera les gens à faire, on les mettra dans des camps et on leur apprendra à avoir la bonne pensée, quoi. Mais au final, en fait, faire ça, c'est exactement ce que faisait, je veux dire, Hitler avant de tuer des gens, en fait. Il les mettait aux travaux forcés, puis après les écoles, il faisait en sorte qu'on donne la bonne éducation, sans aucune, voilà, mais sans demi-mesure, quoi, sans nuance. Il cherchait pas à, voilà, je me rappelle aussi le fameux, oui, mais l'armée, on la reconvertira, les gens, tant pis pour eux, enfin... Non, en fait, c'est pas ça une société démocratique. Et pour moi, c'est pas ça non plus une société de gauche, en fait. C'est pas. Et d'ailleurs, c'est pas. Pour moi aussi, c'est pas une société de droite non plus, d'ailleurs, pour moi. Hein. C'est vraiment dans les extrêmes. Et alors, justement, le débat tournait plutôt autour de. Mais alors, est-ce que c'est de l'extrême gauche? Ou est-ce que. Enfin, est-ce que finalement, c'est pas la manière dont l'extrême gauche, en fait, devient extrême et dictatoriale, etc. Parce que moi, en fait, et là-dessus, moi je suis plutôt d'accord avec cette idée-là. Donc il y a la fameuse idée du fer à cheval, hein, c'est qu'en fait, dès que tout à coup, en fait, tu peux être à droite, tu peux être à gauche, mais tu peux aussi devenir dans la gauche dictatoriale comme tu peux être dans la droite dictatoriale. Ça existe des deux côtés, quoi. Et moi, en fait, je crois qu'en fait, c'est plutôt un cercle en réalité. Et que du coup, on peut faire un espèce de, je vais le dire comme ça, mais donc vous avez le centre en haut, la droite, la gauche, et en fait, l'extrême, elle est en dessous. Et donc, il y a des gens d'extrême gauche qui, à force d'être extrême gauche, en fait, arrivent à l'extrême droite, et il y a des gens d'extrême droite, entre guillemets, qui pourraient totalement arriver dans l'extrême gauche, hein, en continuant dans leurs idées, en se disant putain, mais voilà, machin, bref. Mais la nuance que j'apporterais par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, je crois que on n'a pas encore expérimenté de régime dictatorial d'extrême gauche. Alors, est-ce que ça existe ou pas? Je pense que c'est impossible du coup de répondre à cette question. Parce que on avance souvent la Russie, Cuba et la Corée du Nord ou la Chine. Mais soyons honnêtes, la Chine, ça fait longtemps que ce n'est plus vraiment un régime communiste comme on l'entend théoriquement, quoi. C'est plutôt, il est plus proche d'un régime capitaliste que d'un régime communiste. La Corée du Nord, c'est encore pire, quoi. Elle est beaucoup plus proche d'un régime fasciste que vraiment d'un régime d'extrême gauche, quoi. La Russie, bon, ça c'est. Enfin, je comprends même pas qu'on utilise cet exemple parce que pour moi, la Russie c'est vraiment le symbole un peu. Enfin, c'est pas beaucoup mieux que finalement les Américains en fait. C'est juste, voilà, Enfin, que les Américains, je dis ça, mais en plus, les Américains, ils ont au moins le mérite d'être une démocratie, etc. Alors, voyez pas que j'abaisse hein, forcément les Américains et que je me sens supérieur à eux, hein, pas du tout. Hein. Il y a des gros problèmes en Occident de manière générale avec la démocratie. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle du fameux impérialisme américain qu'on entend, par exemple, dans les films où soi-disant l'extrême gauche va en bataille là, eh bien justement en fait à ce moment-là, moi je trouve que justement la Russie ne vaut pas mieux que l'impérialisme américain et inversement, enfin c'est un peu le même combat. Il y a juste Cuba où c'est un peu plus compliqué, hein. Cuba c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même un dictateur au pouvoir et voilà, franchement je connais pas assez bien.
J'ai pas toutes les subtilités, donc je préfère pas trop parler de Cuba. On en reparlera si un jour je trouve un article et on pourra peut-être en débattre, mais là, j'ai vu des sources il y a très longtemps, mais il faudrait que je revienne dessus et un peu la flemme de chercher, donc je préfère ne rien en dire. Mais du coup, en fait, vraiment pour moi, oui, je pense que ça existe, en fait, hein, la dictature d'extrême gauche. Mais je crois qu'on n'a absolument aucune idée de ce que c'est, et qu'on n'en aura aucune idée tant qu'on n'est pas dans un système, en fait, justement, de gauche, en fait, économique et social, et que du coup, on va vers une extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, où en fait, être capitaliste, ce sera quelque chose de beaucoup plus normal, entre guillemets, et beaucoup plus nuancé, et que ce sera être justement de droite qui sera vu comme quelque chose de, je vais dire comme ça, mais progressiste, plutôt que aujourd'hui où on est dans un système de droite et que la gauche paraît parfois plus progressiste et novatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est juste, enfin, pour moi, ça me paraît vraiment naturel, hein. Ce côté d'ailleurs progressiste à chaque fois, que l'opposition soit plus progressiste et innovante, en fait c'est normal, c'est parce que bah, c'est beaucoup plus facile dans un système de penser à d'autres systèmes et de dire bah, du coup ça pourrait être meilleur que, que d'être dans le système et de dire bah, oh, mon système c'est le meilleur, voilà, bon bref. J'espère que le fond de ma pensée est assez, est assez clair, mais de toute façon il y aura d'autres commentaires où on pourra revenir dessus. Toujours la même vidéo déjà, alors ça c'était une masterclass, YouTube c'est comme une boîte de chocolat de Noël, tu prends un chocolat qui a l'air bon et en fait il est fourré avec une crème ou un truc infect. Voilà, Cripargne qui est aussi un viewer de mon stream, donc cœur sur toi, mais je trouvais aussi la phrase incroyable. Mais bref, ce qui est intéressant aussi, c'est la suite. En tout cas, YouTube a réellement changé ces dernières années. Avant, ils avaient une situation avantageuse car ils n'étaient pas censés avoir des moins de 13 ans sur la plateforme, mais pouvaient se vanter d'avoir des programmes pour enfants et tout le bazar, genre Cocomelon. Pareil pour les vidéos soumises à des limites d'âge sur lesquelles il était facile de tricher pour les voir. Mais depuis que les Américains se sont penchés sur ça avec la loi COPPA, ils sont passés sur une stratégie différente où le contrôle d'âge est clairement plus strict. La carte d'identité ou la carte bleue pour prouver ton âge, en censurant de plus en plus de choses et en tuant littéralement les chaînes pour enfants. En vérité, toutes celles qui contiennent des musiques ou de l'animation qui a l'air d'être pour les enfants selon le bot YouTube. Avant, ils démonétisaient pour tenter de donner une direction au contenu, mais les youtubeurs ont trouvé la parade, les sponsors. Maintenant, ils coupent l'accès à la moitié du public avec cette nouvelle vérification d'identité pour les moins de 18 ans. En fait, on dirait que la stratégie, c'est, comme dit par le JDG, d'essayer d'accéder au contenu de leur plateforme avec des trucs family friendly, eco-friendly, tout ce que tu veux avec friendly. Est-ce par peur du Sénat américain ou plutôt pour rassurer les entreprises qui investissent pour la pub, pour se donner un côté « Regardez, notre plateforme est bien encadrée !» Je sais pas si ça sera cohérent, j'ai écrit en full impro, mais je pense qu'à la manière d'un empire, YouTube a grandi, a atteint un âge d'or et finit victime de son propre succès en se rendant compte soudainement qu'il a perdu tout contrôle. Et quand on perd tout contrôle, on censure tout en masse sans réfléchir. Je donne pas 5-10 ans de plus à cette plateforme avant qu'elle soit reconvertie en une bouillie de sites de streaming ou de musique avec seulement ses chaînes commerciales friendly, tandis que les autres créateurs se dirigeront sur d'autres plateformes. Et ça, je suis assez d'accord. Je trouve le commentaire vraiment très accurate, hein, très correct. En fait, clairement YouTube, et c'est ça en fait qui est reproché, et YouTube devient petit à petit producteur en fait. Producteur ou éditorialiste. J'ai vu le JDG aussi parler de ça justement, et il avait l'air d'accord avec cette vision. En fait, ils veulent influencer les contenus, mais sans les influencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, YouTube était hébergeur, tout simplement, d'accord? C'était d'ailleurs derrière ça qu'il se cachait pour tout ce qui était contenu pirate, mais ça va, vous voyez, genre les musiques pas libres de droit, les images pas libres de droit, bref, des trucs où tant que tu mets pas le film en entier, ça va. C'était comme ça, il y avait un espèce d'équilibre hein, entre ce que voulaient les éditeurs, notamment au cinéma, hein, éditeurs, producteurs, les grosses firmes en tout cas, parce que voilà, j'ai eu un gros débat avec Second Wind sur producteur et éditeur, très intéressant, mais bon, on en parlera plus tard aussi, je crois. Du coup, en fait, le truc, c'est qu'au fur et à mesure du temps, YouTube a grossi et ses producteurs ont vu d'un très mauvais œil. Quand je dis producteurs, il faut le voir vraiment dans un sens large. Il faut voir aussi les éditeurs, notamment les labels de musique, hein, qui ont vu d'un très mauvais œil le principe qu'il y avait des gens qui se faisaient de l'argent sur des trucs qui pourraient commencer à monétiser, en fait. Et ça les a emmerdés, et il faut savoir qu'en Amérique surtout, parce qu'en Europe,
j'ai envie de dire, ça va encore, mais en Amérique c'est hardcore, c'est que c'est véritablement un lobby, hein. Les labels de musique notamment, tu ne vas pas contre eux. Et il faut savoir que YouTube est plus faible que ces labels de musique. Parce qu'en fait, c'est vrai que derrière YouTube, il y a Google, mais d'abord, il y a YouTube, en fait, qui est une filiale de Google. Et donc, le problème, c'est que ce sont deux lobbies qui se sont affrontés, autour notamment de l'article 13, qui est un peu le summum, hein, de tout ça, où YouTube protégeait, en fait, son statut d'hébergeur, pour pouvoir toujours être un petit peu permissif, et où les labels ont attaqué YouTube parce que les labels veulent garder le système d'avant, en fait. Et c'est quoi le système d'avant? Le système d'avant, c'est que les labels, et ça, je vous invite vraiment à étudier l'histoire un petit peu des éditeurs, etc., parce que c'est des trucs qui, ces 20 dernières années, ont fait énormément scandale avec l'arrivée d'Internet et où on s'est rendu compte de toutes ces magouilles. Les labels ont commencé, en fait, à donc chercher, en fait, ce sont vraiment devenus des sociétés, des boîtes qui cherchent un bénéfice constant. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est toutes les boîtes, c'est vrai, mais eux, le problème, c'est qu'ils font face, en fait, à un secteur qui, à un moment donné, peut devenir stable. Alors du coup, comment ils ont trouvé une alternative? C'est en faisant en sorte de se mettre d'accord sur les contrats. On l'a vu aussi avec les éditeurs de BD notamment, hein. Je vous invite à lire le rapport Racine, hein. En fait, c'est-à-dire que les labels de musique parlent les uns avec les autres et en fait, pour les petits créateurs, ils essayent de négocier des contrats qui sont, je vais dire, un peu basiques, hein, mais qui ne dépassent pas un certain pourcentage. Comme ça, en fait, ils n'ont pas de concurrence vraiment les uns entre les autres. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ils n'ont cessé de bouffer les parts que pouvait gagner en fait un artiste vis-à-vis de son œuvre. Et comme, vous savez, les artistes, le souci, c'est que au début, il n'y avait pas de syndicat. Petit à petit, dans certains secteurs, des syndicats se sont créés. Mais par exemple, dans la musique, c'est encore assez compliqué. Eh bien, ces artistes n'avaient pas conscience qu'ils se faisaient embobiner. Parce que quand ils voyaient un autre artiste, ils disaient « Bah ouais, moi j'ai le même contrat, donc c'est normal, et t'auras pas plus ». Et en fait, les artistes qui pétaient des flammes, en fait, ils devenaient riches et ils étaient contents. C'est un peu comme maintenant YouTube d'ailleurs. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, avec Internet, c'est sorti. Il y a des artistes qui ont réussi à s'en sortir grâce à Internet et à vivre en fait de leur création. Du coup, en fait, les artistes ont aussi commencé à se parler les uns avec les autres et ils se sont bien rendus compte que quand on vendait un album de musique, en fait, la moitié des bénéfices, pardon, voilà, justement, que créait l'album, eh bien, allait dans la poche du producteur ou de l'éditeur voilà, ou du label, quoi. Et donc, c'est là où ça a fait scandale, parce que le problème, c'est qu'il y avait des musiciens qui n'arrivaient même pas à vivre de leur musique, alors qu'à côté de ça, le label, allez j'invente, mais on va dire 1 euro de bénéfice, le label gagnait 50 cents, alors que l'artiste en gagnait parfois 5 cents. Et sur ces 5 cents, en fait, l'artiste ne pouvait pas vivre de ses créations, alors que le label, lui, t'inquiète que lui, il savait après, sur les 50 cents, en enlevant les frais de l'entreprise, machin et tout, ils avaient encore 20 cents dans leur poche, en bénéfice. Alors que l'artiste, lui, il savait même pas vivre de sa création. Et je vous invite, mais vraiment, hein, c'est vraiment la même chose dans chaque secteur, on s'en rend compte. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, cet article 13 était si important pour la création, en fait. C'est parce qu'il y avait un vrai combat de titans entre le lobby des labels et le lobby d'Internet, qui voulait garder une certaine liberté de créativité, mais surtout comme ça leur évitait d'être aussi chiant qu'aujourd'hui, en fait. Et de devoir se pencher là-dessus. Et donc, en fait, on en arrive du coup à aujourd'hui, en fait, et à ces fameux... et c'est ça qui est un peu dégueulasse, en fait. C'est que, finalement, si YouTube essaye aussi, c'est pas juste pour les marques, c'est pas juste parce qu'il y a un contenu qu'ils aiment pas, etc. Alors, je fais un peu l'avocat du diable, hein, mais c'est aussi à cause de tous ces labels et de tous ces lobbies, hein,
Alors lobby, c'est pas une insulte, hein, je préfère le dire directement, mais à cause de ces lobbies, on va dire, de la création, hein, ces lobbies artistiques, qui maintenant, en fait, veulent toujours plus, et veulent que YouTube devienne, en fait, juste une plateforme mainstream, avec du contenu mainstream, comme ça, il n'y a pas de concurrence avec ce que ces labels font, ou ces télévisions, etc., etc., et en fait, leur idée, c'est un peu, au final, hein, de gagner des bénéfices supplémentaires tout en empêchant un secteur d'immerger. D'accord ? Voilà. Et donc, bien sûr, après, il y a YouTube qui choisit derrière, et on a parlé un petit peu de la musique, du fait que la musique rapportait énormément à YouTube, etc. Mais vraiment, il faut garder ça en tête, que derrière, c'est pas qu'une décision de YouTube, c'est aussi à cause des pressions qu'ils ont subies avec l'article 13, qui a été d'ailleurs voté par des gens qui n'y connaissent rien à la création. Et ça, je vous avoue que parfois ça fout un peu les boules de voir des ministres de la culture qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe dans la culture en fait. Hein. Bon bref. On passe au commentaire suivant, toujours la même vidéo, XVTRNX, qui nous dit « C'est toute cette gauchiasse pseudo-universaliste et tolérante qui pète les couilles, LREM, ELV, PS, etc. » Alors, j'ai pris son commentaire parce que je le trouvais justement intéressant. Je le dis direct, hein, il a le droit d'avoir cette opinion, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais s'il vous plaît, respectez les opinions de chacun, hein, parce que je sais que quand il y a des opinions comme ça tranchées, et en plus surtout, il a sorti le fameux mot gauchias, qui même personnellement, je me dis mais putain, vraiment, mais voilà, il faut se respecter, c'est important, et derrière, il y a quand même une réflexion intéressante, hein, parce que je l'ai vu souvent passer sur les progressistes, la gauche, sur justement la tolérance, l'universalisme, les SJW, etc. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop d'ailleurs le terme SJW, parce que je trouve que ça regroupe tellement de gens différents qu'en fait, ça veut tout et rien dire. Hein. Il y a des SJW de droite, des SJW de gauche, parce que SJW de droite, en fait, c'est les conservateurs. SJW de gauche, ce sont les, on va dire, les ultra progressistes, enfin, je sais même pas comment on appelle ça, les... Et du coup, en fait, voilà, pour moi, SJW, ça veut tout et rien dire. Donc, je voulais juste préciser que non, ce n'est pas à cause de cette gauche pseudo-universaliste et tolérante. Il faut arrêter avec ça. C'est à cause, vraiment... oui, évidemment, il y en a qui font pression. Il y en a toujours une poignée de personnes qui vont dire ah, mais non, vas-y, il a fait une blague un peu où il parle de femmes. Oh ben non, alors du coup, on le censure. Mais franchement, c'est une minorité. Et contrairement justement à Psychodélique, je pense sincèrement, alors, mais j'extrapole un petit peu, mais je pense que, sincèrement, que non, les SJW et autres personnes surtolérantes n'ont qu'un impact, en fait, minime sur la société. Et en fait, on a tendance à oublier qu'il y a plein d'acteurs à côté, comment dire, plein d'autres choses qui se passent et qui font que c'est comme ça. J'ai parlé juste dans le commentaire d'avant, justement, de la direction qu'a pris YouTube et de pourquoi, de l'article 13, etc. Et c'est vrai que YouTube, il se cache derrière le « Ah non, mais on doit tous s'accepter, machin », et « Ah bah non, là t'as parlé, t'as été peut-être raciste, du coup on bannit. Ah ben non, t'as parlé d'une femme, ben tiens, on met moins de 18 ans ». Mais la réalité derrière, les gars, c'est que YouTube, ils s'en foutent. Hein. C'est un créatif. Hein. On m'a comparé à un créatif, d'ailleurs, j'étais assez étonné. Mais j'ai pris ça vraiment comme un énorme compliment. Mais voilà, il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Mais effectivement... Un créatif a dit une marque, elle s'en fout de l'éthique. C'est très rare qu'elle porte de l'importance à ça. Par contre, son image est assez importante et elle veut vendre, quoi. Donc voilà, YouTube, ils veulent vendre. Hein. Et leurs clients, c'est pas juste les personnes qui regardent leur plateforme, c'est aussi les marques qui payent pour de la publicité sur leur plateforme. Donc ils doivent contenter les deux. Et les marques, elles font attention à leur image. Donc c'est pour ça que YouTube, parfois ils sont plus chiants, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi le fait, comme je l'ai dit, des labels, hein, les labels qui veulent absolument foutre la pression sur YouTube, et donc qui ne vont pas les rater au tournant dès qu'il y a un contenu un petit peu trop tendu, ou un petit peu trop machin, voilà, direct, ils vont les claquer. Donc YouTube, en fait, pour le moment... C'est ce qu'on craignait en fait, c'est ce qu'on craignait avec l'article 13, et c'est juste que ça s'est démocratisé.
Et YouTube avait dit qu'il le ferait. Donc voilà, maintenant, dire que c'est juste à cause de cette poignée de personnes, comme la poignée de personnes, enfin, qui est ultra violente, enfin, je pense vraiment que c'est se tromper de cible. Et qu'il faut voir le problème dans toute sa complexité, et pas juste en pointant, sinon on rentre dans le même jeu, justement. En pointant juste un groupe de personnes et en disant c'est leur faute, bah non, faut arrêter. Surtout quand ils sont minoritaires, parce que je vois tout le monde en plus qui se plaint. Hein. À gauche, à droite, au centre, tout le monde se plaint des JW. Donc, bref. Sanjo officiel qui nous dit dans la même vidéo, pour ceux qui ont une demande de carte d'identité pour les vidéos 18 et plus, allez sur Google Images et marquez carte d'identité et vous les testez. Alors bien sûr, je ne valide pas ça. Hein. Alors là, le pouce, pas bien. Hein. C'est pas bien. J'ai mis un pouce bleu parce qu'il avait donné une opinion. Mais évidemment, je n'encourage absolument pas à faire ça. Hein. C'est totalement interdit. Hein. C'est, à mon avis, dans les règles de YouTube, comme on ne peut pas influencer, on ne peut pas pousser au piratage, on ne peut pas pousser à la fraude, etc. Je vous rappelle que c'est extrêmement interdit. Et donc, vraiment, voilà, il ne faut pas le faire. Je lisais ce commentaire pour souligner à quel point c'est méchant, comme le piratage, hein. Rappelez-vous, pirater c'est du vol, voler une voiture, jamais, voler un navire, jamais, voler une carte d'identité, jamais, d'accord? Donc c'est interdit bien sûr, voilà. Je le lis comme ça totalement parce que pour le dire, pour le souligner à quel point c'est important que vous sachiez que c'est interdit, voilà. Hein. Voilà. Après, à vous d'agir en bonne âme et conscience. Stairways to Heaven, dans la même vidéo qui nous dit bref, hormis faire du pack, ta vidéo ne sert à rien. Enfin bref, c'est du vu et revu, genre je remets une couche pour rien, c'est pénible les gens qui se font du gras sur les autres. Donc voilà, c'est le fameux commentaire. Encore une fois, évidemment, en fait, je trouve ça intéressant, c'est le seul à peu près qui me l'a dit, ce commentaire-là. Et si je l'ai repris, c'est pas pour taper dessus, donc ça sert à rien. Voilà, je préfère quand même le dire, ça sert à rien de. Voilà, si ça vous énerve ou quoi, likez plus. Je vais faire comme Sofiane le dit, likez la vidéo plutôt, likez la vidéo, déchaînez-vous sur le pouce bleu. Mais en tout cas, je trouve que quand même c'est intéressant parce que moi, c'est la première fois que j'ai une vidéo qui dépasse même les 5000 vues, d'accord? C'est vraiment la première fois, et comme je l'ai dit, j'ai déjà parlé plusieurs fois du JDG, j'ai déjà parlé plusieurs fois de personnalité, et c'est la première fois que vraiment, cette vidéo, j'ai une vidéo qui explose comme ça, en si peu de temps. Alors, je vais, moi, être totalement transparent, parce que je trouve que c'est hyper intéressant justement de voir un petit peu si effectivement faire du buzz, ça marche, et se faire, comme on dit, du gras sur les autres, ça marche. Alors déjà, il faut savoir que YouTube, comme je l'ai déjà dit avant, ça marche comme ça déjà. On se fait du gras sur les autres. Quand vous regardez les gros youtubeurs, quand vous regardez les gros streamers, ils font, et d'ailleurs pour le moment j'en avais parlé sur la vidéo sur Squeezie, c'est un peu infernal parce qu'ils ne font des jeux qu'ensemble, ils ne se voient qu'ensemble. Et si vous croyez que... alors oui, je pense que oui c'est une bande de potes, je crois que c'est évident que si tu ne supportes pas quelqu'un, tu ne t'en rapproches pas. Alors évidemment, c'est pas le cas forcément pour tout le monde. Il y en a qui pensent qu'à la thune, il y en a machin. Ok, mais on va partir sur le général. Tu vas pas t'approcher de quelqu'un que tu supportes pas, sauf si tu y es obligé, quoi, d'accord? Or, souvent, les gens qui sont aussi connus, qui ont plusieurs milliers d'abonnés, je peux vous dire qu'ils sont pas obligés de le faire, donc... Et vraiment, hein, vous vous rendez même pas compte à quel point ils sont pas obligés de le faire, d'accord? Un Squeezie qui fait un truc avec Zerator... Enfin, je crois que tous les deux, ils s'en foutent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que... Enfin, voilà, s'ils le font, c'est parce qu'ils en ont envie, quoi. C'est pas juste ah ben non, merde, non. Sauf si Zerator a quelque chose à nous cacher, ou Squeezie, je ne sais pas. Enfin bon, bref. Après, malgré tout, il faut pas non plus être naïf et se dire ils le font que parce qu'ils sont potes. Il y a aussi des intérêts, hein, les gens, enfin moi aussi, hein, je suis le premier à aimer quand il y a plusieurs personnes que j'apprécie qui se retrouvent entre eux et tout, je trouve ça cool, notamment en stream, hein, quand je vois Mister MV, quand même, il me fait toujours marrer, et quand je le vois jouer à Glou-Garou, je le voyais à l'époque, avec Squeezie, ça me faisait trop marrer, quoi, voilà. Mais malgré tout, voilà, il faut pas être dupe, ça marche comme ça aussi, quoi. Et même pour les gros, donc si même les gros le font,
c'est que ça marche, quoi. Si les cinémas font de la publicité, c'est parce que ça marche, d'accord? Bref, donc ça c'est une chose déjà, mais en soi, je serais d'accord qu'on pourrait toujours se poser une question éthique. Est-ce que vraiment, éthiquement, ça se fait, en fait, d'essayer de, comme quelqu'un monte, allez hop, on va gratter un petit peu la pyramide et tout. Et bien justement, maintenant que j'ai un peu plus de données sur la question, je trouve ça intéressant de revenir dessus. Parce que, globalement, en fait, la vidéo du JDG a dû me rapporter genre 150 abonnés, je pense, à peu près, pour 10 000 vues, d'accord? Je vais arrondir, hein, 10 000 vues. Ce qui est en fait pas grand chose quand on y pense. C'est pas grand chose, la vidéo n'a fait que des 1000 vues, j'ai vu des vidéos qui faisaient... Mais vraiment, hein, ils ont repris la vidéo du JDG, ils ont cuté, ils ont republié la vidéo, et ils ont fait 100 000 vues. Non mais je veux dire, genre, dans l'idée quoi, ils ont fait 100 000 putains de vues. Et j'étais en mode, mais what the fuck quoi. Genre, c'est juste la vidéo quoi. Bref. Et du coup, je vois aussi parfois des gens qui prennent... alors que, vous savez, en fait, c'est même, normalement, en théorie, c'est illégal. Hein, parce que, en fait, ces gens, ils reprennent les images de quelqu'un, la personnalité de quelqu'un, etc. Normalement, t'as pas le droit de faire ça. Mais évidemment, ce sont des créateurs qui viennent eux-mêmes d'Internet, qui l'ont eux-mêmes fait, donc... Bon, ils ont d'autres choses à foutre aussi que d'aller voir toutes les vidéos, les supprimer une à une. Mais voilà, donc... Moi, j'ai essayé de... Voilà, j'ai un avis sur la question, donc j'estimais que c'était intéressant justement d'en dire plus que juste ça. Après, j'ai vu que, en fait, au moment où j'uploadais ma vidéo, il y avait Psychodélique qui avait sorti la sienne, machin, donc je me suis rendu compte que tout le monde allait en parler. Je me suis dit, bon, bah, Osef, quoi, j'ai envie d'en parler, j'en parle. Mais donc, j'ai gagné 150 abonnés. Ça m'a fait 10 000 vues, d'accord? La bonne affaire. Moi, je gagne pas encore d'argent sur mes vidéos. Donc, bon, sincèrement, enfin, moi, faire 10 000 vues ou pas, ça me change rien. Parce que, donc, pour, en fait, pouvoir gagner de l'argent sur ces vidéos, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vidéos vues par an. Or, ces 4000 heures, moi, je sais que j'allais les atteindre parce que, vis-à-vis des vidéos que je sors, en fait, j'ai remarqué que les 4000 heures, c'était ok, quoi. C'est bon. Vu le rythme auquel je vais, etc., normalement, à part si je m'arrête du jour au lendemain, c'était ok. Maintenant, il y a les 1000 abonnés. Bon, les 1000 abonnés, j'avoue que c'est un peu plus galère, parce qu'en plus, bah voilà, c'est une chaîne d'actu et tout, donc c'est pas forcément facile. Mais c'est déjà, voilà, moi je suis déjà très content en fait d'avoir plus d'abonnés que mes autres chaînes où je bossais blindé pour finalement avoir très peu d'abonnés, quoi. Donc moi, pour moi, cette chaîne-ci est déjà une réussite en soi. Et, euh, et en fait, j'ai du coup aussi, c'est surtout que je me dis, ça a fait 10 000 vues, 150 abonnés. Donc les gens qui se sont abonnés, forcément, ce sont des gens qui vont aimer le contenu. Parce que si c'était juste des gens qui se sont abonnés parce que MDR, il parle du JDG, eh bien, j'en aurais eu 10 000 pour 10 000 vues. Enfin, vous comprenez dans l'idée, quoi. J'aurais eu plus 5 000 abonnés. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, en fait, je ressors un petit peu de cette expérience de vidéo qui a explosé en me disant que, en fait, c'est pas si intéressant que ça, des vidéos qui explosent. Ce qui est intéressant, c'est si t'arrives à faire plein de vidéos qui explosent, en fait. Et que du coup, voilà, je sais pas, j'invente, mais je parle tout le temps du JDG pendant 3 mois, quoi. Et que du coup, je sais que les gens vont suivre. Ça, c'est intéressant, parce que alors, les gens vont suivre, il y en a qui vont forcément s'abonner, ça va faire plein de vues, parce que c'est bien référencé et tout. Bref, facile, en fait, entre guillemets. Mais moi, c'est... Enfin, voilà, moi je veux apporter quelque chose. Enfin, je suis pas là pour juste... Déjà, de base, cette chaîne, je fais vraiment juste comme ça, en fait. Et déjà, en fait, moi-même, je me dis, putain, à un moment donné, il faudra que, si cette chaîne, vraiment, je gagne un peu d'argent avec, faudra que j'arrive à en faire quelque chose. Donc, d'ailleurs, pour la parenthèse, si à un moment donné, la chaîne explose, ben, préparez-vous, parce que je compte faire vraiment quelque chose. C'est-à-dire que Psychodélique, lui, a gardé sa ligne éditoriale, on va dire, et sa manière de faire. Mais moi, j'ai très envie, d'un moment donné, essayer de trouver un peu une manière d'innover, etc. Et d'en faire un truc un peu plus préparé, un peu plus cool. Enfin, pour moi, hein, un peu plus dynamique, etc. Et pourquoi pas mettre un peu plus de moyens, faire un peu plus, je sais pas, enfin bon bref, il y a plein d'idées qui peuvent venir. Mais voilà, j'aimerais qu'à un moment donné ça évolue si ça marche.
Mais donc du coup, tout ça pour dire qu'en fait, si vous voyez une vidéo buzzée, et que vous regardez la chaîne de la personne, et que sur la chaîne de la personne, il n'y en a qu'une seule qui a buzzé, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. Si le mec a tout à coup des abonnés qui explosent, c'est parce que en fait, les gens, en voyant la vidéo, se sont dit putain, c'est cool ce qu'il fait. C'est comme le roi des rats à l'époque, hein, il avait sorti une vidéo, il avait eu 100 000 abonnés. Bon bah voilà. Voilà, les gens se sont dit, bah putain, c'est trop cool. Mais si c'était de la merde, il aurait peut-être fait beaucoup de vues, mais il n'y aurait pas eu tout à coup des milliers de personnes qui se seraient abonnées, vous voyez, dans l'idée. Donc je pense qu'en fait, c'est pas si simple de se faire du gras sur les autres. Et c'est pas pérenne aussi. Parce que si tu fais une seule bonne vidéo et que tout le reste c'est de la merde, bah les gens, prochaine vidéo, ils vont tous se désabonner en fait. Parce que même moi, enfin, il y a parfois je m'abonne à des trucs et puis je fais oh putain, en fait c'est chiant, donc je me désabonne. Donc en fait, je crois qu'en vrai, il faut pas se prendre la tête avec toute cette merde. Il faut pas se prendre la tête avec ces gens qui buzzent ou ces gens qui recherchent juste des trucs qui marchent. Parce qu'en fait, vous inquiétez pas quoi. L'algo de YouTube est assez restrictif, et même trop restrictif, donc s'ils font des trucs juste pour faire le buzz vite fait une fois, ça leur apportera pas grand chose quoi. Bref, voilà, je trouvais cette expérience quand même assez intéressante à souligner. Alors la Flandre annexée par les Pays-Bas, commentaire suivant. Hein. Je reviens vite fait sur cette vidéo donc où on avait parlé de Bart de Wever, un politicien belge, néerlandophone, qui avait proposé, qui avait dit qu'il rêverait de mourir flamand. Là-dessus, on a une énième personne qui nous a dit Hugohan, à quand la Wallonie annexée par les Français? Et cette fois-ci, quand même, je me suis dit, il faut que je le dise, il faut que je sorte. Hein. Mais voilà, il va falloir que vous soyez prêts, psychologiquement, à nous partager la Coupe du Monde. Parce qu'un jour, ça risque d'arriver, quoi. Voilà. Vous avez gagné la Coupe du Monde, mais vous pourrez plus nous chambrer, hein, si on est français. Donc préparez-vous psychologiquement, parce qu'on sait pas de quoi est fait le futur, d'accord? On ne sait pas. Voilà, je trouvais juste le commentaire assez drôle. Bref, donc, la vidéo de pétition du GDG en la seconde ligne qui nous dit « Une société externe pour la validation de vidéos, c'est une excellente idée, mais ça coûte. Il faudra que quelqu'un paye, a priori les créateurs et les spectateurs, plus de pubs moins rémunérés, etc. » Et là-dessus, en fait, je suis à la fois d'accord et pas tout à fait d'accord, dans le sens, en fait, où effectivement, ça coûtera plus cher à YouTube, mais je crois qu'en réalité, si c'est beaucoup plus juste, YouTube aura, en fait, moi je vois plutôt des bénéfices à long terme, en fait. C'est que YouTube, pour le moment, ils voient à court terme, ils se disent « Ok, ça marche comme ça, les gens restent, on n'a aucun concurrent sérieux, allez, c'est bon quoi, on balaye. » Mais dès qu'il y aura, parce que moi je crois que c'est comme ça le monde d'aujourd'hui, c'est un monde, j'ai envie de dire, capitaliste, et parfois il y a des outsiders qui arrivent et qui défoncent avec simplement un concept. Et regardez le JDG. Le JDG, en réalité, c'est vrai qu'il est le seul à le dire, mais il est loin d'être le seul à penser ça, en fait. À penser que c'est vraiment de la merde, ce système, sur YouTube. Donc, du coup, en fait, le gros souci, moi, je pense, hein, c'est que si un jour, il y a un site qui propose un système alternatif, mais 10 fois mieux, YouTube va se faire, mais il va se prendre la tollée de sa vie, hein. Mais vraiment. Et YouTube ne pourra... Je crois que YouTube, c'est possible. Alors, évidemment, ça fera pas s'écrouler Google, peut-être même pas YouTube, hein, probablement pas d'ailleurs. Mais c'est clair que YouTube va se prendre une gifle, mais monumentale, et ses bénéfices, ils vont s'écraser. Et le gros souci, pourquoi je dis en fait, pourquoi je pense que même, allez, que YouTube ne tombera probablement pas, mais que c'est pas impossible non plus, parce que YouTube, c'est une économie très particulière et très incertaine en fait. C'est très YouTube, c'est finalement pour le moment ils réussissent, je crois, à garder maintenant ces dernières années la tête hors de l'eau au niveau, ils ont des bénéfices, mais c'est pas énorme par rapport à ce qu'ils avaient emprunté au début, etc. Enfin bon. Donc du coup, YouTube, s'ils se prennent vraiment une trop grosse baffe, ils peuvent ne pas s'en remettre. Et je pense que ça, c'est un peu de manière générale, c'est toujours possible. Et là, au vu du ras-le-bol des gens, je suis sûr que la première plateforme... Moi-même, j'avais d'ailleurs essayé de faire une plateforme, mais ça coûte un peu cher. Mais je m'étais dit, mais c'est vrai, en fait, si tu fais une plateforme concurrente aujourd'hui, qui est un tant soit peu bien codée, un tant soit peu pas dégueu, mais tu défonces. Tu défonces. Et j'avais un débat avec d'ailleurs mon modérateur sur mon stream,
C'est marrant parce qu'on avait un débat. Pour lui, ce sera plutôt dans la technologie, je crois. Alors il va peut-être me corriger hein, si je dis des conneries. Mais dans la technologie, qu'il y aura une révolution, que YouTube va tomber. Donc j'invente, mais par exemple la 4D sort, et du coup il y a un site de 4D qui sort, et donc du coup YouTube n'arrive pas à suivre et machin. Mais il me dit que ça reste quand même très improbable. Et que c'est pour ça que pour lui, YouTube va continuer pendant quand même plus longtemps que ce qu'on croit. Ça, c'est son opinion. Mais moi, je partage pas cette opinion, et je crois que justement, aujourd'hui, avant qu'on ait tous ces trucs justement incroyables, 4D, machin, avant ça, en fait, je crois que ce sera dans l'innovation plutôt d'un site web, simplement, dans la manière de naviguer, dans l'algorithme, etc., que vraiment, on va avoir une révolution, et que YouTube tombera, en fait. Je crois que ça, pour moi, c'est ce qui est le plus probable. Maintenant, évidemment, l'avenir nous le dira, hein, n'est-ce pas? Alors, toujours la vidéo de la pétition. Lo Kinescope qui nous dit voilà, c'est signé. Ceci dit, JDG n'est pas vraiment censuré. Sa vidéo est en 18+. Il y en a plusieurs qui me l'ont souligné. Effectivement, j'ai utilisé un petit peu un abus de langage et dans la vidéo, je l'ai précisé, mais pas sur le titre. Après, je vous avoue que les titres, si vous regardez, ils sont tous putaclic parce que sur cette chaîne, je me suis dit, bah je m'amuse, je fais des titres putaclic, je m'en fous. C'est pas forcément le cas sur les autres chaînes, j'essaye de faire des titres sexy, mais moins putaclic. Et après, en fait, malgré tout, je pense que être plus de 18 ans, c'est quand même une sorte de censure à partir du moment où, pour valider le fait que tu as plus de 18 ans, tu dois mettre ta carte d'identité ou ta carte de banque, et surtout sans tricher, bien sûr. Eh bien, ça, pour moi, c'est une sorte de censure, puisqu'on sait qu'il y a toute une partie aussi de gens qui ne vont pas le faire. Moi, j'ai plus de 18 ans, je ne mettrai jamais ma carte d'identité ou ma carte de banque pour prouver mon âge. Et je pense que YouTube le sait très bien. Donc, bref, pour moi, c'est une sorte de censure, même si, effectivement, c'est pas une censure à proprement parler. Voilà, c'est précisé. LGBT+, discriminé au Japon, donc la vidéo sur la discrimination au Japon de manière générale. Second Wind qui nous dit « Autant je suis pour le mariage pour tous et un respect de tous, autant les Jeux Olympiques n'ont rien à faire dans ces histoires. C'est à chaque pays culture d'évoluer à son rythme. Après, si le CEO juge que les JO ne peuvent être organisés que dans des pays ayant telle ou telle loi, ça risque plus de créer des blocs que de promouvoir le sport et la saine compétition partout dans le monde. » Et je suis totalement d'accord, et d'ailleurs, tu l'as vérifié par la suite, Second Wind, parce que vous voyez, je montre pas toujours les réponses, mais effectivement, donc le but, en fait, du CEO, c'est pas d'imposer quelque chose au pays, en fait, c'est de dire, voilà, nous, nos règles, c'est ça. Donc si vous êtes un pays qui ne rentrez pas dans les critères, eh bien, ne vous proposez pas, parce que vous serez refusé, en fait, entre guillemets. On va pas le faire chez vous. Il y aura forcément des pays plus prometteurs qui se proposeront. Et donc, c'est ça le problème, en fait, c'est que normalement, aussi, quand un pays, parce que évidemment tous les pays sont pas au même niveau dans l'évolution justement de la lutte pour que les LGBT+ aient plus de droits, ainsi que de contrer le sexisme, etc. Il y a des pays qui sont plus avancés, d'autres moins. Et donc en fait, le pire c'est que apparemment les Jeux Olympiques, donc les CO, le Comité International Olympique, demande juste que des efforts soient faits dans ce sens, avant que les JO arrivent, qu'il y ait une évolution. Or, au Japon, il n'y a pas eu d'évolution. Et c'est ça qu'on reproche, en fait. C'est qu'ils ont signé, en fait, en disant « Oui, on va faire les JO chez nous, et promis, on va créer une évolution dans nos lois », et ils l'ont pas fait. Donc, ils ont pas... Il y a une sorte de rupture de contrat. Et les JO, plutôt que de le souligner en disant « Bah putain, voilà, ça s'est pas fait, et on trouve ça scandaleux », ou voilà, parce que ça pourrait même être une signature de principe, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien non, non, ils se taisent, ils disent rien, ils font semblant de rien, bah non, les JO se passent parfaitement bien, etc., etc. Et personnellement, bah ouais, je trouve ça quand même assez triste, et qu'en fait, ils devraient agir en ce sens, parce que sinon ça fait hyper hypocrite. Et bon, on a assez bavé hein, des comités hypocrites dans le sport, la FIFA, etc., mais on devrait un jour s'intéresser à ces fonctionnements. À mon avis, il y a des articles qui sortiront dans le futur et on aura l'occasion d'en reparler. Bref, la Tunisie devient une dictature. Donc on a parlé de la Tunisie et de son président. Antidote qui nous dit « Bonjour, je vais prendre mon temps pour argumenter autant en tant que Tunisien vivant sur le terrain, contrairement aux mensonges médiatiques comme toujours, qui comme par hasard soutiennent non pas la démocratie, mais une partie dite islamique
dont le peuple en a marre depuis la Révolution et c'est long les 10 années de dictature, je trouve. Je vais la diffuser dans 1 heure max, 2 pages qu'il faut trier quand même. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte, Antidote, si je me trompe, n'hésite pas à me corriger en commentaire, bien sûr. Mais en fait, Antidote est venu et effectivement, il a écrit un gros pavé hyper complet. Merci d'ailleurs Antidote pour ton opinion, c'était vraiment intéressant. On a eu un échange, etc. Et je vous montre pas cet échange parce que vraiment il est hyper long. Et en fait, ce que dit Antidote, ce que je vais essayer de résumer ici, c'est qu'en très gros, en fait, les politiciens islamistes ont un peu magouillé après qu'en fait le dictateur Ben Ali soit tombé pendant le fameux printemps arabe, même si je sais plus comment on disait. Je sais plus, il y avait un autre mot pour printemps arabe, parce que printemps arabe c'est justement un peu rempli de préjugés, quoi. Et pourtant c'est plein de pays différents en fait, et qui sont pas forcément tous arabes comme on l'entend, enfin bon bref, on s'en fout. Du coup, effectivement, Ben Ali est tombé, et Ben Ali qui était apparemment très islamiste, eh bien, ceux qui étaient sous lui se sont démerdés pour être toujours en partie au pouvoir. Et c'est le fameux parlement, finalement, où il y a du 50-50 et qui ne bouge jamais du coup, puisqu'il faut que les décisions soient prises, voilà, il faut une majorité, quoi. Et donc le président, les Tunisiens ont boycotté très souvent les élections, ce qui fait que les islamistes ont gagné en puissance. Et puis, en fait, apparemment, ils se sont vraiment bougés pour la présidentielle, où là, vraiment, ils ont considéré que ça valait le coup de montrer leur mécontentement. Et apparemment, le président a été élu à 70%. Et donc, c'est pour ça que Antidote dit ça, c'est qu'en fait, selon lui, du coup, le président est beaucoup plus représentatif du peuple que le Parlement. Et finalement, ce n'est pas un coup d'État, du coup. Ce serait plutôt, comment dire, justement une reprise du pouvoir par le peuple, par un élu du peuple, et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Et en fait, je vais vous montrer justement parce que jusque-là, je m'étais dit, ah ben c'est intéressant, moi je connais pas la Tunisie, je suis pas un professionnel, c'est pour ça que je disais d'ailleurs une interview d'une personne, d'une sociologue, politologue, pardon, qui étudie un peu ce qui se passe en Tunisie et même plus largement, hein, eh bien, je me disais peut-être qu'effectivement, sur le terrain, et peut-être que ce président est vraiment soutenu par son peuple, et c'est d'ailleurs une des grandes questions qui se posent en ce moment, c'est est-ce que c'est une dictature qui est en train de se mettre en place, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est effectivement un président qui se dit putain, en fait, je suis bloqué, je suis verrouillé, il faut avancer dans la crise sanitaire et d'autres crises politiques. Et donc maintenant, on va reformer le tout, on va tout remélanger, on va recommencer. Bref, ça se posait la question, et en fait, je me suis rendu compte que cette personne que j'ai bloquée entre-temps, eh bien, comment c'est, j'avais eu ça sur Twitter en publiant la vidéo. Cette personne m'avait dit, comme un citoyen tunisien, je suis d'accord avec le président et en fait, ce n'est pas un coup d'État. Et comme vous pouvez le constater, cette personne l'a dit à beaucoup de gens, la même phrase en copier-coller. Alors, ça ne semblerait pas être un robot parce que du coup, en fait, cette personne a notamment retweeté des trucs, répondu à des commentaires, etc. Mais malgré tout, il y a une sorte comme ça de... alors peut-être que c'est peut-être juste un militant qui est fâché et qui du coup, boum, a juste fait des copier-coller sur tous les articles qu'il a vus et machin. Mais en fait, du coup, moi, c'est le genre de truc qui me rend méfiant. Où je me dis, mais putain, attention, parce qu'il y a quand même une lutte partisane derrière, il faut être ultra prudent. Donc justement, Antidote, je vais le dire comme ça, mais même si toi, ton opinion était très construite, et toi, je ne doute pas que tu sois une réelle personne qui donne ton opinion et qui est justement une mise en perspective hyper intéressante, je vais quand même prendre des pincettes et garder justement, je vais suspendre mon jugement pour la Tunisie. Comme je l'ai dit, on regardera comment ça évolue. Mais effectivement, je vais quand même, pour le moment, suspendre mon jugement. Alors, j'avais mis dictature dans le titre, mais c'était un peu putaclic.
évidemment. Euh, mais pour le moment, je ne vais pas dire que c'est un coup d'État ni une dictature, tant que justement on ne verra pas comment ça évolue. Mais je ne vais pas non plus dire que ça n'en est pas un, parce que pour le moment j'en ai aucune idée et que clairement il y a une grande lutte partisane derrière, hyper importante, et que c'est un sujet en plus beaucoup trop sensible pour les Tunisiens que pour vraiment dire et affirmer des choses qui seraient peut-être incorrectes. D'ailleurs, pour la parenthèse, il faut savoir que souvent quand je fais des vidéos sur des pays complètement autres, il y a souvent des luttes partisanes qui se créent dans mes vidéos. Il y a beaucoup de gens qui viennent énervés parce qu'ils considèrent qu'on dit des choses fausses sur leur pays. Or, pourtant, ici dans ce cas-ci, Antidote par exemple trouvait que l'article n'était pas du tout neutre. Or, personnellement, moi je trouvais qu'il était plutôt neutre justement. Il se posait la question si justement est-ce que c'était le terme correct, coup d'État ou pas? Est-ce que est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou pas? Et justement, je trouvais qu'il nuançait énormément le fait que c'était un coup d'État, mais que c'était une situation politique très compliquée, qu'il fallait pas juste dire ah ben c'est un coup d'État, c'est bien une dictature, mais que c'était bien plus large que ça. Bref, donc faisons gaffe à la Tunisie. Mais pour le moment, n'affirmons rien, suivons juste l'évolution de la situation. Et bien sûr, je donne tout mon soutien aux Tunisiens, j'espère vraiment que pour vous, ça va bien se passer. Commentaire suivant, j'ai failli me faire piéger, où on a parlé du Mokele Mbembe, je n'arrive jamais à retenir ce nom. Niachan, qui nous dit par exemple une théorie du complot issue de la cryptozoologie, c'est les théories sur les géants. Leur théorie, c'est que les géants existent, mais qu'on décide de nous les cacher, parce que complot, etc. etc. Bref, moi la cryptozoologie, quand j'entends ce mot, je le prends avec des pincettes. Mais les cryptozoologues ne font pas que du mal, notamment quand on cherche des animaux qui ont disparu depuis peu, dus à l'homme. Ce genre de recherche, pourquoi pas, c'est cool, intéressant, mais pour ce qui est de la recherche de géants, dragons, dinos, chupacabra, un peu moins. Le gros problème de la cryptozoologie, c'est qu'elle se base uniquement sur des témoignages qui ne peuvent pas être une preuve, qui peuvent même être achetés. Je pourrais décider de dire que j'ai vu une licorne dans mon quartier si je paye une dizaine de personnes pour dire que oui, en effet, il y a une licorne qui apparaît le soir de pleine lune, ça aurait le même impact. Pareil pour l'empreinte de pas, elle aurait pu être creusée, créée, surtout pourquoi qu'une seule? Et si on regarde la photo par rapport à ce qu'est censé peser la créature, cette empreinte n'a aucun sens. Car pour creuser le sol comme ça, son poids doit être immense, car même les éléphants ne font pas des traces si profondes. La question est donc, pourquoi qu'une seule, si cette créature est si massive, se déplace à quatre pattes, et que à cet endroit où il n'y a que de la terre, ça fait une trace comme ça? Pourquoi il n'y a pas d'autres traces à côté alors que la terre est la même? Bref, c'est toujours bien de se remettre en question. Et effectivement, même si effectivement je pense que Niachan va un peu trop loin dans l'analyse, hein, parce qu'au final on n'a pas tous les éléments, machin, bidule, c'est un article récapitulatif, etc. Et sur la base d'une seule photo, on peut pas non plus aller plus loin. On peut pas dire non plus si ça a été créé ou pas, mais là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, en fait, la cryptozoologie a un intérêt, c'est que n'importe qui peut s'y mettre, et n'importe qui peut décider d'essayer d'avoir une espèce de méthode et de trouver des animaux extraordinaires. Pourquoi pas en fait? C'est même plutôt sympa, et si on arrive, s'ils arrivent à se financer ou quoi, pourquoi pas? Mais encore une fois, le problème, ce sont les arnaqueurs et ceux qui vont essayer de profiter un petit peu de cette situation pour faire passer des choses ou pour leur profit personnel en fait. Comme vous le voyez par exemple, comme on l'a vu avec Raoult par exemple, qui a profité un peu de l'incrédulité de certains pour essayer de promouvoir son institut, eh bien, attendez, voilà, parce que Raoult, c'est vrai qu'il faut quand même prendre des pincettes, il faut quand même nuancer, on ne connaît pas ses intentions, on ne sait pas réellement ce qu'il a voulu faire ou pas, quelles sont vraiment ses idées derrière sa tête. Mais c'est vrai que voilà, Raoult, mine de rien, on sait que quand même ça a donné un bon coup de projecteur sur son institut, alors qu'ils n'ont, voilà, dernièrement avec le coronavirus, ils n'ont pas fait d'études qualitatives réellement, quoi. Donc voilà, c'est un peu la même chose ici avec la cryptozoologie, c'est que tant que ce n'est pas une science, parce que mine de rien, ce n'est pas une science, puisqu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de méthode avec un consensus pour tous les cryptozoologues, voilà, c'est pas des archéologues, donc c'est ça qui est un peu gênant en fait. Si éventuellement il y avait, j'invente, mais un truc internationalement reconnu qui fait que les cryptozoologues doivent apporter ça comme preuve et pas se baser effectivement juste sur des on-dit,
eh bien, ce serait beaucoup plus intéressant. Voilà. Mais malheureusement, pour le moment, ça reste une pseudo-science. Et donc, il faut quand même faire attention. Il faut faire super attention. C'est un peu la même chose avec, par exemple, l'homéopathie. Si l'homéopathie vous guérit des petits maux du quotidien, pourquoi pas? Mais il faut toujours faire attention, car derrière des homéopathes, il y en a qui pensent sincèrement, hein, qui veulent vraiment vous aider, et puis il y en a qui sont des arnaqueurs. Mais c'est même de manière générale en fait, hein. C'est juste l'esprit critique, il faut toujours faire attention, mais encore plus avec les pseudosciences, parce que les pseudosciences du coup n'ont pas de méthode, n'ont pas de reconnaissance internationale, et vous savez que plus on estime qu'il y a justement un grand nombre de personnes qui peuvent valider ce que vous faites, et plus évidemment ça permet de pouvoir être confiant envers cette pratique par exemple. Bref. Bref, j'ai essayé de résumer, hein, mais c'est l'idée. Voilà. Et là-dessus, justement, c'est Z-Devil qui va justement parler de tout ça, qui nous dit ne pas se fier à Wiki. Wiki est devenu bien trop politisé et plus du tout fiable de nos jours sur certains sujets. Je t'invite d'ailleurs à regarder l'interview de son créateur sur ce sujet, qui se désolidarise complètement de son bébé qui est Wiki. La cryptozoologie n'a rien d'une pseudoscience. La cryptozoologie est un domaine de la biologie qui étudie les animaux dont l'existence n'est pas avérée. Le but des cryptozoologues étant d'essayer de récolter et d'analyser génétiquement des échantillons ayant pu appartenir à cet animal. C'est du sérieux, même si cela peut paraître fou. Les cryptozoologues se basent bien souvent sur des témoignages, des découvertes d'ossements atypiques ou sur des photographies dont la valeur peut être contestable pour appuyer leur dire. Pourquoi parler de pseudoscience? C'est juste une question de point de vue. Alors oui, après, c'est ça le problème avec toutes les sciences alternatives, c'est que c'est toujours une question de point de vue. Maintenant, Z-Devil, justement, je suis d'accord avec toi. Si effectivement il y a une vraie méthode, et là moi par contre je ne suis pas assez, je ne connais pas assez, donc il faudrait que j'en parle avec un biologiste ou des biologistes, sera encore mieux, pour voir un petit peu les opinions différentes qu'il peut y avoir sur cette pratique. Mais effectivement, s'il y a une vraie méthode, et que derrière, voilà, parce que des ossements atypiques on en trouve tout le temps, des choses atypiques on en trouve tout le temps, donc voilà, des trucs, voilà, des empreintes de pas qu'on ne connaît pas et tout, ça existe, hein. Mais il faut une vraie méthode, et justement, là, pour le sujet du Mbélé... bref, j'arrive jamais à retenir ce nom. Mais pour cet animal-là, et d'autres, comme le Loch Ness, etc., eh bien, on n'a aucune preuve, et pourtant, de leur existence, hein. Et même, par exemple, pour le Loch Ness, on est sûr qu'il n'existe pas aujourd'hui. Il a peut-être existé, il y a des théories qui disent qu'il a existé il y a très très longtemps, machin, certes, mais pour le moment, il n'y a rien qui prouve même qu'il a pu exister. Et donc, là, pour le coup, les cryptozoologues qui vont dire « Mais oui, moi je le chasse toujours parce que je pense qu'il existe », bon, voilà quoi. Voilà, eux, ils font de la pseudo-science, quoi. Maintenant, comme dans tout, en fait, il y a probablement des gens qui, voilà, il y a des homéopathes, par exemple, qui disent, bah oui, effectivement, nous, on peut pas guérir le cancer, mais on peut, voilà, pour les petits maux du quotidien, c'est pas mal, et on sait comment faire, voilà. Et moi, je pense que, voilà, ça, c'est encore autre chose, en fait. Mais bon, bref, j'espère que mon point de vue est assez clair. On va continuer. Encore le JDG qui revient, vidéo très pertinente, nous dit Driss El Bouffi. Cependant, il y a une petite erreur, JDG est considéré aux yeux de la loi comme une entreprise tiers à qui YouTube paye un service. Donc malheureusement, ils peuvent décider de ne pas payer un contenu qui ne leur plaît pas. Alors, voilà, c'est parce que Driss, on a eu un échange où on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. C'est effectivement extrêmement compliqué parce que, en fait, c'est vrai que donc JDG est une société tiers à YouTube, et que donc YouTube, en fait, a notamment ses conditions d'utilisation. Et c'est vrai que je ne savais pas, parce qu'en fait, avec Twitch, c'est différent. Mais YouTube, c'est pour le... enfin, voilà, YouTube, c'est comme ça. C'est qu'en fait, effectivement, tu t'inscris à AdSense, etc. Et en fait, t'es pas engagé par YouTube, quoi. C'est différent. Bref, et donc en fait, effectivement, c'est un peu comme si c'était une société mandatée pour un service, le JDG, et que bah, YouTube considérait que le service n'avait pas été rendu, et que donc, il n'avait pas à le payer. Or, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. C'est qu'en fait, YouTube, et le JDG le dit très bien, et je pense que, personnellement, je suis persuadé qu'il a raison, de ce que je connais dans l'audiovisuel, mais ce sera à suivre, peut-être qu'il donnera plus d'indications. Mais effectivement, en fait, lui, il disait, j'aimerais savoir, en fait, il a d'ailleurs, dans un stream, il l'a un peu éclairci, mais il aimerait en fait savoir justement quels sont ses droits vis-à-vis de YouTube.
Et moi, j'en suis quasiment persuadé que YouTube, en fait, n'a pas le droit, c'est quasiment sûr que YouTube n'a pas le droit, surtout en Amérique, où la liberté d'expression est si importante, YouTube n'a pas le droit, tout à coup, de supprimer une vidéo qui respecte ses conditions d'utilisation. Et ça, j'en suis sûr. Et justement, vu que le JDG joue un personnage, que le JDG ne dit rien justement de choquant, que les insultes ne sont pas considérées quand elles ne sont, qu'elles ne portent atteinte à personne, ne sont pas considérées comme justement de la diffamation ou que sais-je, ou un manque de respect ou quoi, et qu'en plus c'est de la fiction ce qu'il fait, qui parle d'un jeu vidéo et qu'en plus il fait de la critique, et que donc il y a une liberté aussi dans les extraits qu'il choisit, etc., eh bien, je suis quasiment sûr que YouTube n'est pas dans son droit, et je pense que c'est pour ça que YouTube a déverrouillé sa vidéo le plus vite possible quand elle a vu que ça prenait un peu des proportions, parce qu'elle s'est dit « Ah mais merde, faut quand même éviter ce genre de truc ». Et en fait, quoi qu'il arrive, hein, de toute façon, en fait, c'est bien ce qu'on reproche, c'est que il faudrait, c'est pas à YouTube de décider si ça rentre dans la liberté d'expression ou pas. Je sais plus quelle vidéo j'avais vue, mais il y avait quelqu'un qui en parlait et qui disait justement qu'on incombe aujourd'hui, un peu par fainéantise, les États incombent cette responsabilité à YouTube, mais c'est pas à YouTube de faire ça. C'est un juge de décider si c'est de la liberté d'expression ou si au contraire c'est normalement quelque chose d'illégal, quoi. Et YouTube, voilà, on n'a pas envie de faire une espèce de justice internationale sur la liberté d'expression ou quoi que ce soit, sur laquelle YouTube pourrait en fait envoyer les dossiers là-bas et que ce soit je sais pas moi, plusieurs juges, etc. qui décident. On préfère pas faire ça parce que sinon ça veut dire que c'est soit le pays même, par exemple ce serait la Belgique, ou alors un consortium de pays qui devrait décider. Et ça fait chier. Surtout, je sais pas si vous avez vu la moyenne d'âge dans les gouvernements, c'est en général plutôt aux alentours de 60 ans, plutôt qu'aux alentours de 30 ans, quoi. Donc les mecs, ils sont un peu perdus. Donc voilà, c'est un peu le problème. Mais ce qui est sûr, c'est que là, moi, JDG dit bah non, ça coûterait trop cher et tout. Mais moi, ouais, ça coûterait cher, ça c'est probable, mais je pense qu'il gagnerait. Surtout, vu en Amérique comment ça marche, c'est quasiment sûr qu'il gagnerait. Mais c'est vrai qu'il faut l'énergie, il faut l'argent, il y a plein de choses qu'il faut, et malheureusement, c'est pas si simple. J'ai failli me faire piéger encore, hein. Des branches qui nous dit paléontologue Moyen-Âge, hein. Mes oreilles saignent. Oui, désolé, ma langue est complètement fourchée. Et ah merde, j'ai oublié de le prendre ce commentaire, fichier. Quelqu'un m'avait corrigé magnifiquement. Allez liker d'ailleurs ce commentaire si vous le voyez. Je sais plus qui l'avait fait, mais quelqu'un m'a corrigé. Si vous avez le courage, allez liker ce commentaire parce que je crois que c'est important qu'il soit au-dessus. Parce qu'effectivement, la paléontologie n'est pas du tout l'étude du Moyen-Âge, évidemment. Je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas comment je l'ai dit, mais je l'ai dit et c'est une honte. C'est une honte, monsieur. C'est inadmissible. Et on va terminer avec Scarlett Johansson arnaquée par Disney, Alderiano Gaming qui nous dit « Ils auraient fait 160 millions le premier week-end sur Disney+, avec Black Widow, rien que pour eux, et 100 millions au premier week-end au cinéma aux USA. Scarlett aurait perdu 60 millions au minimum. » Alors c'est pas 60 millions, voilà, s'ils ont fait justement, donc attendez, ils auraient fait un premier week-end sur Disney+, avec Black Widow, rien que pour eux. Donc, ah oui, non, oui, d'accord. Donc, on fait visiblement le calcul. Et donc, effectivement, ça peut être très vite des grosses sommes. Et donc, c'est celle-là tout l'intérêt d'un artiste, en fait, de ne pas se faire payer directement. Maintenant, le film aurait été une catastrophe absolue, bah, les gens n'auraient rien gagné. Il faut aussi voir, évidemment, mettre en perspective aussi, parce que, en fait, souvent, les artistes le font sur les bénéfices que vont faire le film. Or, par exemple, là, Alderiano Gaming ne précise pas si ce sont des bénéfices, hein, ça m'étonnerait, mais plutôt justement les recettes du film. Et les recettes, ça comprend tout. Donc il faut après enlever la production des recettes. Et en fait, voilà, là, si ça se trouve, le film n'est même pas encore financé. Vous voyez, si le film a coûté 500 millions, bah, ils ont beau avoir gagné 260 millions. Là, pour le moment, Scarlett Johansson n'aurait rien gagné du tout. Mais le truc, c'est que malgré tout, bah, tant qu'il est... Voilà, s'ils ont fait 160 millions sur Disney+, en fait, c'est 160 millions qui sont pas considérés dans le contrat. Donc c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, hein. Mais voilà, du coup, c'était quand même pour le préciser parce que j'avais pas les chiffres et Alderiano Gaming nous a gentiment donné les chiffres. Merci d'ailleurs à toi pour cette précision hyper importante. Et on m'a d'ailleurs dit que apparemment le film avait été retiré des salles de cinéma, je pense,
et de Disney+, en fait, le temps de la procédure, je suppose, du coup. Ce qui est à la fois normal, et en même temps, tu te dis, mais Disney, mais putain, vraiment... Mais vraiment, Disney, vraiment? Vraiment? Bref. The Voyageur qui nous dit « Grâce à ça, les acteurs demanderont directement la totalité de la somme qu'ils veulent. Les producteurs risquent de refuser ou trouveront un autre moyen pour avoir un chiffre plus élevé sur leur compte en banque. J'avoue, je me le demande, le ou lesquels. Ça ferait peut-être travailler les avocats, mais surtout, ça fera travailler les comptables. » Voilà, je trouve les commentaires assez drôles. Mais malgré tout, en fait, justement, on revient du coup, et la boucle sera bouclée justement, mais on revient un petit peu sur le débat des labels, etc. C'est qu'en fait, le souci, il est là en fait. C'est que les labels ont arnaqué pendant très longtemps les artistes à labels, producteurs, éditeurs. Et donc en fait, maintenant, ils vont se recevoir une vague de merde dans la gueule, mais qui va être monumentale. Et en fait, les mecs sont tellement, je vais le dire comme ça, mais tellement radins, parce que c'est vraiment, à ce stade-là, c'est vraiment de la radinerie, qu'en fait, ils ne voient pas la vague arriver. Ils voient pas la merde, la pile de merde qui va s'écouler sur eux. Parce que ça boue chez les gens, c'est un peu comme pour YouTube. Ça boue, ça boue, ça boue, et puis il y a un moment donné où les gens ils font mais merde. Moi je les emmerde, je me casse. Et en fait c'est ça qui est assez marrant, c'est que en fait les artistes vont jamais, parce que c'est inconcevable en fait. Vous imaginez demander ouais ok, et ben 100 millions ok, maintenant tout de suite, bim. Alors ça arrive hein, mais ça fait mal, hein. Et puis surtout, c'est aussi extrêmement triste parce qu'il y a plein d'acteurs qui ont déjà perdu de l'argent dans des contrats. Je veux dire, il y a des acteurs qui ont joué dans des films, mais parce que, vous voyez, en fait, c'est ça qui est aussi cool, c'est que par exemple, moi, je peux appeler demain, j'invente, Scarlett Johansson, lui dire, écoute, j'ai un projet, mais j'ai zéro thune, d'accord? Mais je trouve le projet vraiment trop bien et j'ai un petit budget. Est-ce que ça te dit de venir tourner? Et en fait, cette manière de fonctionner est trop bien parce qu'en fait, Scarlett Johansson pourrait totalement dire bah ouais, mais en échange, alors du coup, toutes les recettes sur les recettes de ton film, je prends 10%. Et comme ça, en fait, moi, ça me permet quand même de faire mon film avec une grosse star dedans. Et la star, en fait, voilà, c'est juste parce qu'elle croit en le projet qu'elle va jouer dedans. Et pas juste, c'est un peu comme si elle devenait elle-même productrice, quoi. Et c'est un peu triste qu'on arnaque les acteurs là-dessus, parce que mine de rien, je pense que dans le monde, il y aura toujours des stars. Dans un monde capitaliste, très certainement, mais même en fait dans un monde communiste ou autre, je pense qu'il y aura toujours des gens qu'on admire. Et en fait, je trouve ça vraiment très triste, parce que du coup, on empêche ces gens justement d'avoir la fibre, on va dire, un peu humanitaire, en fait, la fibre un peu de bah putain, moi je crois en ça et donc j'ai envie de donner un petit peu de mon pognon, quoi. Et si ça marche, c'est banco, c'est vrai, mais si ça marche pas, bah moi j'y perds, quoi. Et je trouve ça dommage d'enlever cette possibilité juste parce que, en plus, Disney, qui a une manne financière énormissime, quoi. C'est un peu comme Apple qui rechignerait de payer l'ingénieur qui a inventé la batterie de lithium, quoi. Lithium-ion, là. Enfin, t'auras envie de les claquer, quoi. T'auras envie de leur donner des baffes et de leur dire mais mec, les gars, putain, payez-le, fermez votre gueule, c'est dans le contrat, merde, arrêtez de les arnaquer, quoi. Et là, je trouve ça vraiment triste. Dans le fond, je trouve ça vraiment triste que des si grosses sociétés marchent comme ça. Bref, c'était le dernier commentaire. On a 1 heure, presque quart de vidéo. Je pense que je peux vous laisser comme ça. En plus, ça va me prendre 4 heures d'upload. Donc, je vous dis pas. Après, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, merci à tous, à bientôt. Et puis, la bise.